Ahlan wa sahlan fikum. Anna, pour ne pas vous déranger, j'ai mis en silence mon cellulaire. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux d'accueillir de nouveaux venus parmi nous. Je pense à M. Bekdash, je pense à M. Hannibal Srouji, je pense à M. Thabet, à M. Makhlouf, je pense très fort à M. Cherif Majdalani, je pense aussi à notre ami Maurizio, qui nous a fait le plaisir de venir découvrir avec nous les courants et les contre-courants de l'art libanais. Je sais qu'il est un grand amateur. Je sais aussi que parmi nous, il y a de très grands amateurs, de très grands collectionneurs. Je n'ose pas dire à quel point M. l'émir Samir Abdellama est collectionneur. Je ne veux pas évoquer non plus l'immense capacité de notre ami Nasser Issa, qui a dans ses dépôts une quarantaine de toiles qui attendent d'être accrochées. Mesdames, Messieurs, j'ai été très bousculé, très confus dans la préparation du setting de cette réunion. Parce qu'au départ, je pensais que ce serait une rencontre organisée avec M. Cherif Thabet et M. Mathieu Makhlouf. Nous avions pensé, M. Jean-Louis Mengui et moi, que nous pourrions donner à cette rencontre un titre, courant et contre-courant. Et puis, j'ai eu entre les mains le magnifique ouvrage de M. Cherif Majdalani, L'art et son lieu. En réalité, la galerie de Mme Nadine Bekdash n'en est que le prétexte, parce que c'est un chef-d'œuvre, à mon avis, où les principales œuvres de l'art pictural libanais sont mises en valeur. Et c'est un bonheur de pouvoir lire sous la plume de M. Majdalani, de pouvoir lire quelque chose d'énergie, qui donne de l'énergie et de la positivité à la résilience culturelle du Liban. Merci d'être venu, M. Majdalani. Merci, Nadine. Merci à vous. Et donc, au fur et à mesure, les idées se sont un peu arrangées ou rangées ou classées dans ma tête. Je me suis dit, voilà, nous allons demander à Mme Nadine Bekdash d'ouvrir le feu, puis de passer la parole à M. Cherif Majdalani, puis, une fois n'est pas coutume, viendra le temps de parole de M. Cherif Thabet, dont le papa Samir est un immense acteur du paysage pictural libanais, et enfin, M. Mathieu Makhlouf. Pourquoi M. Mathieu Makhlouf? Je vais vous dire très franchement, moi je n'aime pas beaucoup ce genre de peinture. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je suis plutôt dans l'abstraction géométrique, dans l'école de Denise René, Otto Freudlich et d'autres. C'est comme ça que mon œil a compris l'art au début. Mais je dois avouer qu'en regardant ces toiles et en lisant les poèmes de M. Makhlouf, je me suis dit, je dois faire ma mue, je dois évoluer, je dois grandir avec nos jeunes qui sont à contre-courant, exactement comme j'ai grandi grâce à mes enfants
qui m'ont appris à regarder les choses autrement. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes les bienvenus. Monsieur le ministre, vous êtes toujours chez vous ici. Vous nous faites honneur. Et si j'en oublie quelques-uns, je ne voudrais pas oublier des peintres qui sont extrêmement présents dans notre quotidien pictural. Madame Magali Katra est là, et d'autres aussi. Merci d'être venu. Merci de vous joindre à nous. Madame Nadine Bekdash, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs et chers amis. D'abord, je voudrais remercier chaleureusement Maître Brahim Najjar, qui nous reçoit si aimablement et si généreusement dans ses locaux dédiés à l'art et à la culture. Alors, je succinctement un peu l'aperçu de ce que la galerie a fait, parce que nous avons fêté nos 30 ans cette année, en 2023. Et c'est vraiment rapide. Alors, la galerie Janine Herbez a été fondée en 1993, après le décès de ma mère, Janine Herbez, elle-même fondatrice du Centre culturel Dar el-Fan Wal Adab en 1967. Dar el-Fan a joué un rôle essentiel sur la scène culturelle et artistique au Liban et dans la région, en invitant à des débats sur des sujets primordiaux aujourd'hui encore, comme la laïcité, l'identité, l'appartenance, la liberté d'expression, le militantisme féministe et le rôle des institutions. Après la destruction de Dar el-Fan dans les années 76, Janine Herbez a continué les activités dans son propre appartement, au 2e étage de l'immeuble Majdalani à Raouché. C'est dans ce même lieu que j'ai aménagé le premier espace de la galerie de 1993 à 2010. Et c'est tout naturellement en hommage à Janine et à son travail que cet espace porte son nom aujourd'hui. Le fait d'avoir accompagné ma mère durant des années m'a donné la chance et le plaisir de connaître de près les artistes de cette époque, que l'on appelle aujourd'hui les modernes. Ils sont devenus depuis des figures reconnues sur la scène artistique internationale. C'est avec eux que j'ai commencé, ce sont eux que j'ai exposé en premier, puis j'ai suivi de près l'évolution de l'art libanais en essayant de le mettre en valeur sur les cibès. Il y a certes eu des changements dans la perception même de l'art et du rôle des galeristes depuis les années 80. Les temps ont changé et la relation à l'art aussi. Au temps de Janine, les valeurs de liberté, de spiritualité, de laïcité dominaient. Mais des bouleversements majeurs sont intervenus depuis dans les domaines sociaux, géopolitiques, culturels et artistiques. Et cela a considérablement influencé notre regard sur l'art. La relation entre le public et l'art était directe et émotionnelle et personnelle. Les collectionneurs avaient des coups de cœur, voulaient vivre avec un tableau qu'ils achetaient pour la maison et les amateurs achetaient pour le plaisir. Le galeriste les servait, les guidait, affinant leur goût en attirant le public vers le beau. Aujourd'hui, il est davantage attendu de lui, c'est-à-dire du galeriste, qu'il soit un conseiller permanent en investissement. Il n'en demeure pas moins que j'ai toujours tenté de rester à l'écoute du public, des artistes, et j'ai toujours cherché à créer le lien entre les deux. Mes choix ont suivi un chemin cohérent, le long duquel j'ai essayé d'accompagner l'histoire de l'art libanais contemporain, en commençant avec les modernes, ces fondateurs de l'art libanais. C'était l'époque d'un art lyrique qui a servi de noyau fondateur à la galerie et avec qui cette dernière a partagé les principes et les luttes pour la liberté d'expression, les principes de libération des femmes, la lutte pour la laïcité et sa relation privilégiée avec le Liban, surtout avec Beyrouth, qui était et reste le thème cher à tous les artistes libanais. Mais la galerie a bien entendu aussi, et dès le début,
suivi et montré en pionnière le travail des artistes qui ont émergé dans l'immédiat après-guerre et qui sont aujourd'hui les piliers de l'art contemporain au Liban. Elle a ensuite et naturellement suivi l'émergence de tous les jeunes artistes et suivi et encouragé leurs engagements, leur expérimentation, leur vision, leur choix, leur travail sur la mémoire, sur l'identité, leurs interrogations philosophiques et politiques. Parallèlement aux efforts de la Galerie Janine Orbez pour présenter et faire connaître localement les artistes libanais, très tôt, j'ai senti aussi le besoin de les faire connaître à l'étranger. Ainsi, dès 1997, la galerie a commencé et n'a plus cessé de participer à de multiples foires en Europe et dans le Golfe. Fin 2023, nous avons fêté les 30 ans de la galerie. Pour cela, nous avons organisé plusieurs manifestations importantes impliquant de jeunes artistes tels que Encounters 2023 et surtout les artistes émergents, conformément à la politique que nous suivons depuis 3 décennies et qui consiste à mettre en dialogue les diverses générations de peintres, de sculpteurs, de photographes, d'installateurs. Et nous avons profité pour publier un livre, L'art et son lieu, comme Maître Najjar a si généreusement montré, écrit par Sharif Majdalani. C'est un récit très agréable à lire qui parle du début de la galerie, de comment ça se passe. C'est un récit, ce n'est pas du tout un livre scientifique, ce n'est pas un livre qui parle de chaque peintre, ce n'est pas un livre critique d'art. C'est un livre, un roman agréable à voir un peu comment cette galerie, qu'est-ce qu'elle a fait, gentiment, pendant 30 ans, et avec beaucoup de plaisir et d'amour, le travail qu'on a fait depuis 30 ans. C'était vraiment beaucoup de respect, surtout à tous les peintres qui étaient tout à fait libres. C'était un espace de liberté. Ils étaient tout à fait libres de faire ce qu'ils voulaient, exactement. Alors, donc, c'est pour célébrer la galerie, les artistes et le champ artistique tout entier. Sharif. Merci beaucoup. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci maître de nous recevoir pour parler de ce livre. Évidemment, ce livre n'est pas un roman, c'est très généreux de la part de Nadine de dire que c'est un roman. Je dirais plutôt que c'est un essai, parce qu'évidemment, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de personnage. S'il y a un personnage, c'est Nadine, mais évidemment, ça reste du domaine de l'essai. Si je dis essai, c'est précisément pour insister sur le fait aussi, donc si ce n'est pas un roman, c'est aussi un essai, en ce sens que l'essai, c'est la façon avec laquelle on peut traiter d'un sujet de manière très libre et sans être absolument dans la rigueur scientifique, donc une grande liberté d'interprétation des faits et des choses. Donc, il est évident, cela dit aussi, que c'est un livre sur la galerie, sur l'art, sur le champ artistique libanais, mais je ne suis pas spécialiste, c'est pour ça que c'est un cas essai, je ne suis pas un grand spécialiste de l'art, malgré tout, je le connais très bien. Mais évidemment, aujourd'hui, et Maître Najjar a mis la pression tout à l'heure en citant les collectionneurs et les galeristes présents ici, ce qui évidemment me panique un peu. Donc je me mets entièrement sous votre autorité et je ne suis pas du tout contre, au contraire, ça me plairait d'être contesté sur certains points que je traiterai éventuellement et très rapidement, ne vous inquiétez pas. Alors le seul problème, c'est que pour lire les notes, j'ai besoin de mes lunettes et pour vous regarder, j'ai besoin de mes lunettes, donc c'est un exercice un peu pénible que je pratique tous les jours à l'université. Alors pour les 30 ans, alors je vais parler du livre, mais en même temps que je parle du livre, puisque ce livre c'est précisément ce dont M. Najjar a parlé, c'est un livre qui part de la galerie et qui essaye d'élargir le champ sur la situation de l'art libanais, mais aussi sur le champ culturel libanais, parce que finalement c'est une chose qui, moi en revanche, là m'intéresse depuis très longtemps, l'étude du champ culturel libanais. Alors pour ces 30 ans, justement, Nadine m'avait proposé d'écrire un livre, et elle me l'a proposé à l'aveugle il y a quelques années déjà. On dit, tu veux écrire un livre? Et comme ça. Et moi je lui dis oui aussi à l'aveugle, sans trop savoir, elle ni moi, ce qu'on allait mettre dans ce livre. C'était assez imprudent de notre part, tous les deux. Le seul point clair pour elle, c'était qu'elle ne voulait pas que ce soit un panégyrique
ni un livre d'or, c'est-à-dire effectivement dans lequel on encense la galerie et les travaux qui ont été faits. Donc, et moi, il n'était pas pour moi question d'écrire un livre panégyrique, parce qu'évidemment, ce n'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Et en revanche, j'avais envie depuis très longtemps d'écrire quelque chose à partir d'un sujet quelconque sur l'histoire culturelle et le champ culturel libanais. Et donc, la proposition de Nadine m'en a donné l'occasion. Alors, c'est pas très compliqué de le faire à partir de la galerie, cette histoire du champ culturel libanais, parce que la galerie Jeanine Lorez trouve précisément ses origines et ses racines dans une histoire qui la précède, et qui est celle de l'histoire culturelle de ce pays. Tant cette galerie, la galerie Jeanine Lorez, a prolongé une filiation ancienne, et puis s'est développée en accompagnant évidemment l'art libanais jusqu'à aujourd'hui. Tout en illustrant à la perfection, j'en dirais un mot aussi, ce qu'est le métier de galeriste et ce qu'est qu'une galerie au sens moderne du terme. Donc ce sont ces trois aspects que je vais traiter rapidement devant vous. Le premier, évidemment, la filiation de la galerie. La filiation, c'est une filiation intéressante dont je parle, et qui est, la galerie Jeanine Lorez est une galerie qui arrive directement et indirectement aussi d'Al Elfan. D'Al Elfan, que certains d'entre nous connaissent, ou dont on a tous entendu parler, qui était un centre culturel et un lieu de réflexion intellectuelle et politique du temps de ce qu'on appelle aujourd'hui la Première République libanaise, puisque c'était au début des années 60 et ça s'est terminé, enfin ça s'est beaucoup atténué au moment de la guerre civile. Et Dar el-Fan, comme tout le monde le sait, ou enfin on ne le sait pas, c'était un petit peu le pendant du fameux Cénacle libanais. Le Cénacle libanais qui était à l'origine aussi un centre de réflexion. Le Cénacle libanais était le centre de réflexion libéral, qui était un peu dans le prolongement de la réflexion et de la pensée des fondateurs, fondateurs de la République libanaise, et qui continuait à réfléchir le Liban de manière libérale, alors que Dar el-Fan, c'était plutôt l'aspect de gauche, en fait. C'était une réflexion sur le Liban, mais à partir d'une pensée venue de la gauche mondiale. Et donc c'était un lieu qui a organisé des conférences, beaucoup de conférences, et organisé aussi des choses qu'on n'avait pas l'occasion de voir beaucoup au Liban et dans le monde, c'est-à-dire notamment par exemple des anthologies de cinéma, des présentations de séries de films allemands, de films japonais, de films chinois, des choses qu'évidemment on ne pouvait pas voir au Liban. Et donc ce qui s'est produit, c'est que la galerie Jeanine Lorez a prolongé cette activité, et en même temps qu'elle les a prolongées, elle a été vers quelque chose de plus particulier que Dar el-Fan pratiquait de manière ponctuelle, c'est l'art, exclusivement l'art. Et donc la galerie est en même temps le successeur de Dar el-Fan et une institution qui a pris un aspect de Dar el-Fan qui était l'art pour le développer. Je pense que Nadine le dit dans un de ses entretiens, elle aurait aimé aussi organiser des rencontres comme celle d'aujourd'hui, mais qu'évidemment elle ne pouvait pas tout faire et qu'elle était davantage tournée vers les questions artistiques. Alors ça c'est une lignée directe de la galerie avec une institution comme Dar el-Fan, mais la galerie Jeanine Lorez est également extrêmement intéressante parce qu'elle est aussi dans une autre lignée, liée à l'histoire culturelle du Liban et de Beyrouth, par son environnement, et en particulier par son site. Parce que la situation de la galerie, comme vous le savez, la galerie se trouve dans l'immeuble Majdalani, dont Nadine a parlé, qui est celui qui a été construit par son père. Or, cet immeuble, je ne suis pas en train de faire de l'apologie de la famille Majdalani, c'est absolument pas le propos, mais c'est un immeuble que vous connaissez, puisque probablement vous connaissez la galerie, qui a fait partie qui est un des fleurons de ce qu'on a appelé à l'époque le modernisme architectural de Beyrouth. Beyrouth a été connu et reconnu et s'est voulu comme le phare de l'architecture moderniste dans tout l'Orient, en fait. Et évidemment, on le sait, avec les très grands architectes étrangers qui ont travaillé au Liban et qui ont lancé cette tendance, comme Niemeyer et Alvar Aalto, qui ont construit des choses à Beyrouth, et qui ont été évidemment suivis par des grands architectes libanais. Nadim Majdalani, qui était l'architecte, a construit cet immeuble-là, un petit peu dans cette idée du modernisme, et la galerie, Dar el-Fan d'abord, puis la galerie, sont installés dans un lieu qui est lui-même lié à l'histoire de l'architecture moderne du Liban. Une architecture, malheureusement, qui est aujourd'hui dans un état assez déplorable à cause de tout ce qui est en train de se passer dans la destruction du patrimoine. Parce que l'architecture moderniste, évidemment, fait partie du patrimoine aujourd'hui de ce pays. Maintenant, l'architecture de l'immeuble est liée, elle aussi, et donc elle est aussi
c'est un des aspects, une des forces tutélaires de la galerie, même si c'est très indirect. L'immeuble Majdalani a été construit aussi par Nadim Majdalani, qui était par ailleurs lié d'amitié et a invité à Beyrouth dans les années, j'espère que je ne dis pas de bêtises, 50 au début 60, un grand designer français qui s'appelait Jean Royer. Et Jean Royer a inspiré certains des éléments architecturaux et décors de l'immeuble Majdalani. Alors évidemment, si je dis ça, c'est parce que, pour deux raisons. D'abord, Jean Royer est lié à la famille Majdalani, à l'immeuble Majdalani, et il a été un des grands, un des hommes qui ont introduit le design moderne et contemporain à l'époque au Liban, et a initié l'extraordinaire mouvement de créativité du design libanais depuis l'époque jusqu'à aujourd'hui. On sait aujourd'hui combien le design libanais est un des designs les plus créatifs, en tout cas de l'Orient. Il lui est consacré actuellement une exposition assez remarquable à Lausanne, au musée du design de Lausanne, avec un très beau catalogue à l'appui. Ce design libanais est né sous l'impulsion de quelqu'un comme Jean Royer, qui est arrivé, et qui a décoré une multitude de lieux, de salons beyrouthins, et aussi l'hôtel Saint-Georges a été entièrement décoré par Jean Royer, l'hôtel du Capitole, qui était très connu à l'époque. Alors tout cela, évidemment, fait partie de la genèse de la galerie, mais aussi d'une façon plus directe peut-être. La galerie Janine Herbet aujourd'hui est située dans un lieu, si vous le connaissez, c'est au pied de cet immeuble, qui était, il y a bien longtemps, un endroit qu'on appelait le Scotch Club. C'était un restaurant très connu, qui était décoré par Jean Royer. Alors je dis ça, ça paraît d'une banalité extraordinaire, mais à l'époque, qu'un décorateur hyper moderne décore un lieu de sociabilité comme un restaurant était une chose exceptionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, Beyrouth est connu à l'international, effectivement, comme on dit, pour la qualité extraordinaire des décors de ces lieux de sociabilité, notamment les restaurants, les bars, les boîtes de nuit. Mais ça a commencé dans les années 50, en particulier dans ce fameux Scotch Club. Et le Scotch Club, je vais y arriver, hein, le Scotch Club est indirectement l'ancêtre de la galerie, puisque la galerie est située dans l'endroit où était le Scotch Club à l'époque. Maintenant, évidemment, je dirais aussi d'une certaine manière que la galerie Janine Herbet se situe aussi dans une généalogie qui est celle de l'histoire sociale du Liban, puisque le Scotch Club fait partie de l'histoire sociale du Liban de ce point de vue. Donc, toute une série de phénomènes liés à l'histoire de la culture libanaise qui ont abouti à cette galerie. Alors, c'est donc un lieu multisymbolique que la galerie, c'est dans un lieu multisymbolique que la galerie s'installe en 1993. Et j'ai tenté de montrer dans le livre l'extrême audace du maintien de la galerie à l'emplacement de l'immeuble, parce que j'ai aussi essayé de décrire la manière avec laquelle a évolué la fameuse corniche de Rauchi, en fait, où se trouve toujours l'immeuble Majdalani, et qui était, en fait, comme je le disais, la façade de l'architecture moderniste de Beyrouth. Si l'architecture moderniste était la façade de Beyrouth à cette époque-là, la corniche en était la façade elle-même. C'est la façade de la façade, puisque la plupart des immeubles des années 50-60 construits sur la corniche de Rauchi étaient tous, l'un après l'autre, des emblèmes et des symboles de l'innovation architecturale qui avait lieu au Liban à ce moment-là. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, ont été détruits et remplacés aujourd'hui par des espèces de trucs absolument horribles, d'une banalité affligeante, et qui ne font que montrer que le Liban est en train de devenir, hélas, de ce point de vue, la façade de la banalité et aussi d'une image très nouveau riche de la culture. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et ce que j'essaie de montrer, c'est que cette corniche s'est lentement dégradée à cause de la guerre civile, en fait. Elle s'est dégradée, et la dégradation a abouti à la destruction de ces éléments patrimoniaux. Et néanmoins, la galerie est restée. Elle est restée, et l'immeuble a été restauré. Et je trouve que de ce point de vue aussi, la galerie a parié sur la possibilité que d'anciens lieux très symboliques redeviennent symboliques de ce point de vue. Et je ne sais pas si le pari a été gagné ou pas, mais en tout cas, la galerie fonctionne bien et elle est très, très connue. Alors, elle s'est développée, cette galerie, alors c'est le deuxième point que je vais traiter. Elle s'est développée à partir de sa fondation en accompagnant l'art moderne et contemporain libanais. Alors évidemment, toutes les galeries accompagnent la création de leur époque, mais la caractéristique peut-être la caractéristique, maintenant après évidemment on peut en discuter, de la galerie Janine Herbet, c'est qu'en
en parlant de ces simèses, et c'est ce que j'ai fait dans ce livre, en parlant de toute l'histoire de ces accrochages, elle a accompagné, non pas seulement l'art de son époque, mais elle a commencé avec l'art, comme Nadine l'a dit, avec l'art, ce qu'on appelle l'art moderne, et elle a dépassé, en accompagnant l'art dans sa sortie de la modernité vers ce que de mauvais esprits appellent la postmodernité, c'est-à-dire vers ce qui est le contemporain. Et c'est pour ça que c'est une galerie qui a commencé avec l'art moderne et qui s'est poursuivie avec l'art contemporain. Et de ce point de vue, parler des accrochages ou des simèses de la galerie General Bez, c'est aussi parler d'une certaine manière de l'histoire de l'art contemporain, de l'art moderne et contemporain libanais. Alors j'ai essayé de le faire, mais j'en suis pas un spécialiste. Mais il n'en demeure pas moins qu'il me semble, et là je me mets une fois de plus sous l'autorité des personnes présentes qui peuvent me contredire violemment et j'en serais pas fâché, il me semble qu'il manque dans la réflexion sur l'art libanais des travaux sur l'histoire de l'art libanais. On a énormément d'ouvrages qui sont des anthologies en fait, qui présentent l'art depuis le début, mais sans dessiner le fil, la succession, c'est-à-dire la dynamique qui pousse un artiste à être influencé par un autre artiste, et l'évolution de l'art jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose en littérature, on a énormément d'anthologies de la littérature libanaise, on a énormément d'anthologies de la littérature francophone libanaise, on a très peu d'histoire raisonnée de l'histoire de la littérature libanaise. Il nous manque une histoire raisonnée, alors j'espère que je me trompe, peut-être que je me trompe, mais moi je n'ai pas connaissance de véritable histoire raisonnée de l'art libanais. Je ne dis pas que j'ai essayé de le faire, loin de là, je suis absolument incapable, mais j'ai tenté de lire à travers les simèses de la galerie comment s'est construit l'art libanais. Et ce que l'on voit, c'est évidemment quelque chose de très, très évident, c'est que l'art libanais, en fait, il y a trois étapes, comme dans tout art de l'histoire. La première étape, qui n'est pas concernée par la galerie, c'est l'époque où l'art libanais commence, dans la première moitié du XXe siècle, et qui est un art encore fortement influencé par ce qui avait eu lieu en Europe bien des décennies avant, qu'on appellerait un peu un art anachronique, mais sans aucune forme de péjorativité dans le terme. C'est un art romantique ou un petit peu post-impressionniste, et qui soudain est remis, cet art-là est soudain remis à l'heure de l'hypermodernité dans les années 50 et 60 par le fait que les artistes libanais, les jeunes artistes libanais arrivant sur la scène vont se tourner vers l'abstraction. Alors, peut-être pas l'abstraction géométrique dont Maître Najjar est amateur, mais davantage l'abstraction lyrique. L'abstraction lyrique, les grands peintres libanais des années 50-60 sont tous des adeptes de l'abstraction lyrique, de Shafir Aboud à Yvette Achar. Et tout cela a été initié par Salih Badouahi, qui est progressivement passé vers quelque chose de l'ordre de l'abstraction. Peut-être que Salih Badouahi serait le seul dont on pourrait dire qu'il a un petit peu flirté avec une forme d'abstraction géométrique, mais encore qu'il y ait chez lui quand même toujours quelque chose de représenté dans ces tableaux. Donc ces peintres-là sont des peintres qui accompagnent la modernité occidentale et mondiale en fait. Et après ça, alors évidemment la galerie les a exposés, et en même temps ce qui se produit c'est que quelque chose arrive progressivement, et qui se passe dans le monde entier, et qui se produit dans l'art libanais, c'est un retour progressif vers un désir de figuration. Et on entre dans les années 80 et 90 en fait, au Liban. C'est toujours un petit peu décalé parce qu'on est un peu en retrait, et puis il y a eu la guerre civile qui a un peu retardé aussi les influences. L'art libanais entre dans la période de la figuration, une figuration que beaucoup d'artistes ont pratiquée évidemment, mais qui reste particulière et très propre au Liban, puisque c'est une figuration qui en même temps essaye de prendre, de considérer la figuration à partir de la manière avec laquelle l'imaginaire oriental représente le monde. Et donc on a une peinture figurative, mais très influencée par des formes et des influences formelles venues des traditions orientales. Et évidemment, ça se poursuit jusqu'au moment où font irruption sur l'ensemble des champs artistiques mondiaux et donc libanais, de nouveau une multiplication de supports et de surfaces dans l'art contemporain, et notamment l'irruption de l'art conceptuel et de la fameuse installation, ce qui est devenu aujourd'hui un des musts de l'art contemporain, c'est l'installation. Et évidemment, la galerie, comme beaucoup de galeries à Beyrouth aujourd'hui, font la part de cet art conceptuel et surtout de l'art de l'installation. Alors tout cela, évidemment, je le raconte dans le livre, en accompagnant la galerie, en essayant d'élargir le champ. Et c'est ce qui m'a fait arriver à la dernière partie de mon
exposés, c'est que la galerie Genève illustre ce que toutes les galeries péruviennes font, illustre parfaitement le concept même de galerie moderne et de galeriste. Et j'ai tenté, alors là, de manière totalement personnelle et peut-être un petit peu audacieuse, et là c'est peut-être le seul point d'achoppement, le seul moment où on s'est un peu regardé en chien de faïence, Nadine et moi, parce qu'elle m'a dit mais qu'est-ce que tu racontes? C'est lorsque j'ai tenté de définir ce que pouvait être une galerie moderne et comment, quel est le rôle de la galerie, notamment par rapport à un simple local commercial. C'est une galerie est un endroit où on vend, mais on ne vend pas des produits de consommation. On vend de l'art. Et donc la galerie a un principe peut-être conscient ou inconscient, géré par les galeristes de manière véritable ou de manière comme ça apprise. C'est que la galerie doit toujours être en retrait par rapport, elle doit être sur la rue, mais pas nécessairement. Il y a beaucoup de galeries dans le monde qui sont dans des immeubles à l'étage parce qu'elles doivent se soustraire au flux du passage des consommateurs, qui sont nous, vous, tout le monde, qui passent, qui regardent des vitrines et qui, évidemment, attirés par un produit, entrent et veulent l'acheter. Donc les galeries ont tendance à vouloir se retirer, s'éloigner de ce flux pour montrer qu'en réalité, ce qu'elles ont, ce qu'elles possèdent, ce qu'elles vendent, ce n'est pas des produits de consommation immédiat, c'est de l'art. Et donc elles doivent lui préserver un espace protégé, en fait. Et c'est une des raisons pour lesquelles beaucoup de galeries n'ont pas nécessairement de vitrine, elles se retirent, elles sont en dehors de la rue, ou elles sont à l'étage. Et il m'a toujours semblé que les galeries, quand on y entre, évidemment, tout y est fait pour qu'il n'y ait rien d'autre qui puisse gâcher le regard, à part les œuvres exposées. Donc, aucun élément architectural, aucun élément de décor, ça va être un espace nu et blanc. Toutes les galeries, c'est comme ça, de toute façon. Et il me semble que quand on entre dans une galerie d'art, et ça c'est là où on s'est un petit peu pris de crêper le chignon, on n'est pas immédiatement assailli par le galeriste qui vient vous dire « Ah oui, monsieur, venez, je vous montre ceci, ceci, cela. » Et j'ai écrit de manière audacieuse qu'en fait, quand on entre dans une galerie, les gens qui sont dans la galerie vous laissent la paix, ne vous reçoivent pas. Et elle a trouvé que c'était pas possible. Comme moi, je ne reçois pas, bien sûr que je reçois mes clients. Donc j'ai un petit peu modifié, ça a été une discussion intéressante. Ce que je voulais dire en fait, et j'ai levé un petit peu l'ambiguïté, c'est que contrairement à un magasin où vous vendez acheter des chaussures, des pantalons ou des bibelots, le marchand se précipite vers vous et vous accompagne. Et en général, quand on entre dans une boutique pour acheter un pantalon ou n'importe quoi, si aucun vendeur ne se présente, on est un peu choqué en se disant mais enfin quoi, ils ne veulent pas vendre. Et du coup, on a plutôt envie de s'en aller parce qu'on n'est pas servi par un vendeur. La galerie, c'est le contraire. Une galerie, quand on entre, ce que l'on veut, c'est être seul avec les œuvres d'art. Et c'est ce que généralement les galeristes font. Ils vous laissent. Donc bien sûr, ils vous reçoivent. Bien sûr, ils vous demandent d'entrer. Mais après, et c'est ça que j'ai voulu noter, c'est qu'ils se retirent discrètement pour vous laisser libre, entièrement libre, dans votre mouvement et dans votre appréciation et votre appréhension des œuvres d'art. Donc c'est un petit peu ça que j'ai aussi voulu raconter en décrivant la galerie Janine Hermès. Voilà, je pense que j'ai terminé mon petit exposé. Donc comme Maître Najar l'a dit tout à l'heure, c'est un ouvrage qui parle de la galerie, qui en est un prétexte. Mais en même temps, je parle aussi de la galerie quand même, malgré tout, mais je ne suis pas là pour faire la promotion d'un lieu. Mais j'ai aussi tenté à partir de là, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en valeur, d'essayer de montrer comment un lieu, mais n'importe quelle galerie, s'inscrit dans une histoire culturelle, en est d'un côté ou de l'autre héritière, et en prolonge cet héritage pour perpétuer ce qui est fondamental pour nous tous ici, c'est ce qui fait vivre un pays, c'est-à-dire sa culture. Des questions? Nous laissons les questions et réponses de la fin. Comme vous voulez, Tout est dit. Monsieur Tabet. Et dans le livre, il y a une chose là, comme c'était pas un livre où on parle de chaque expo et de comment c'est et de qui c'est et comment est l'homme. Donc nous avons fait une anthologie à la fin que Grégory Bouchardjian a écrit, a trouvé. Toutes les archives ont été mises, c'est-à-dire que le lecteur peut suivre exactement tout ce que la galerie a fait par ses cartons d'invitation, par ses catalogues, par des photos. Et non pas par des paroles et des explications et des critiques et des choses flamboyantes. Voilà, donc c'est un livre à deux entrées. À deux parties. Voilà. Merci d'avoir eu la patience de nous écouter. Monsieur Tabet, tout à l'heure, Daniel.
question. Non, il y a Tout à après. l'heure, Ah, pardon. tout à l'heure. Bonjour à tous. Après cet exposé d'un autre shérif, il est difficile de parler trop tard, donc je vais être bref. D'abord, je voudrais remercier Maître Najjar pour son hospitalité, nous permettre de faire partie de cette audience qui est, bon, je dirais, à un niveau supérieur à ce qu'on voit d'habitude dans la société autour de nous. Et c'est un plaisir de vous voir tous et de vous rencontrer. Deux mots sur la galerie qui a ouvert il y a 7 ans. D'abord, Nadine, je ne voudrais pas t'appeler patronne de l'art parce que tu es encore très jeune, mais je crois que tu as vraiment fait quelque chose avec ta mère au début et toi ensuite, suivi par d'autres galeries comme Saleh. Et Saleh. Voilà. Quant à Saleh, Surtout. Saleh, je me souviens 2 mois avant d'ouvrir la galerie, j'ai été chez lui avec mon père. On a longuement discuté. Il m'a donné des conseils qui m'ont été très valables pour l'ouverture de ma galerie, donc un grand merci à Saleh. La galerie a ouvert il y a 7 ans, dans un espace qui se voulait être à ce moment-là un espace dédié à l'art, mais qui malheureusement a échoué dans sa vocation, comme beaucoup de choses dans ce pays qui démarre quelque part et finissent autre part. Et puis suite à l'explosion, nous avons décidé d'emménager un peu plus au centre de Beyrouth, parce que le Libanais, étant paresseux de base, excusez-moi si c'est la réalité, n'aime pas circuler, n'aime pas aller loin. Il faut qu'on lui mette la chose devant lui pour qu'il la voie. Bon, on s'habitue et on accepte ce qu'on a. Deux choses que le shérif a dit, d'autres shérifs a dit, pour lesquelles je ne suis peut-être pas tout à fait d'accord. Je rentre de New York où nous avons exposé 4 artistes libanais, et toutes les galeries ont pignon sur rue de plus en plus. Ça revient... quand on regarde Chelsea, qui est une région énorme, tout est... Oui, à Paris aussi, partout. Et là où je suis d'accord avec lui, c'est que le galeriste doit savoir rester en retrait. Et je vais vous annoncer une chose, j'ai été choqué quand je suis arrivé à New York, à la galerie où on exposait, de voir que personne ne parlait aux clients. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est la façon de faire? Et j'ai réalisé qu'effectivement, les gens rentrent peuvent regarder, s'ils ont des questions, ils viennent poser les questions aux galeristes ou aux représentants. Et donc, c'est la liberté de vraiment regarder, de ne pas avoir cette pression du galeriste ou du vendeur, ce qu'on va appeler voilà. Donc, essentiellement, aujourd'hui, je dois laisser la parole essentielle à Mathieu, parce que Mathieu est l'artiste en qui, en tant que galeriste, nous croyons, et en tant que vocation de la galerie, qui est un peu en retard sur le marché libanais, parce que je dirais que tous les grands peintres, tous les grands noms sont déjà pris exclusivement par la plupart des grandes galeries. Donc, de facto, bien que la vocation de notre galerie est de pousser et d'essayer d'introduire ces jeunes qui montent et ces talents émergents, c'était le choix que nous avons fait. Donc, Mathieu est un jeune artiste qui lui annoncera son âge quand il parlera, que j'ai rencontré à travers quelqu'un il y a 2 ans. Il a fait une partie de l'exposition collective et son travail m'avait sidéré à ce moment-là, et l'exposition s'appelait Cache-Cache. Et ensuite, bon, cette année, avec l'évolution qui est phénoménale quand on voit ce qu'il faisait il y a 2 ans, et là où il est aujourd'hui, on voit qu'il y a un progrès, qu'il y a une progression, une marche à l'avant, très prometteuse, dont lui parlera mieux. Donc, ce que je voulais dire, c'est que Mathieu sera exposé à New York en octobre, dans la galerie, et l'accord que nous avons fait avec la galerie à New York, c'est de prendre de plus en plus tous nos artistes et les présenter là-bas, parce qu'il faut leur donner la chance de s'exporter, de se faire connaître, de vendre. Donc, l'accord est que chaque 2 mois, il y aura un de nos jeunes peintres, ou un de nos peintres moins jeunes, qui sera exposé dans cette galerie à New York. Quelle galerie? Agora, qui se trouve à Chelsea, et qui va nous prendre à Miami, qui s'occupe donc de la promotion absolue de nos artistes. Qui souvent s'occupe d'artistes libanais. Qui a déjà exposé des artistes libanais. Mais des indépendants, je dirais. Des indépendants libanais et pas vraiment poussés par une galerie. Non. Donc notre rôle à nous, en tant que galerie, si je peux me permettre, c'est de pousser ces gens à s'exporter. Je sais que ma galerie
qui est là, à une exposition dans 2 semaines à Washington. Je lui souhaite tout le succès. C'est aussi une artiste que merci beaucoup, j'ai chérie. beaucoup à cœur. Voilà, je laisse la parole à Mathieu, c'est à lui d'applaudir. Vas-y, pas, moi je le fais. Déjà, merci Sharif, merci à vous, merci Monsieur Najjar. J'aimerais commencer par une petite lecture. Vous allez recevoir un papier maintenant. Vous excusez, c'est en français. Bon, je ne sais pas si tout le monde est fini le français. À peine, merci. Ça sera rapide, je ne vais pas tarder. Merci. Chérif, nous. Vous allez l'écouter. Tiens, on va tout. Plus fort et lentement. On parle souvent de soi, mais comment se présenter quand on se cherche toujours? Je ne suis pas mort, je n'ai pas froid. J'aime les traits, les mots et les cieux. Et ma couleur préférée est celle des yeux qui racontent des histoires. Et à y croire, je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet, je ne suis pas aveugle. Mais qu'est-ce être voyant? Je n'en sais guère. Tu ne sais qui es-tu et pourtant tu t'aimes bien. Être libre et s'y attacher. Voilà ta conviction. Félicitations, monsieur. Ta cage n'est plus. Toujours ouverte, elle sera ta maison. Il était mort, il avait froid, mais là il rêve. Il rêve dormant, il rêve debout. N'est-ce l'important de rêver après tout? Nous, étant cités, nous dessinerons avec intensité. Nous dessinerons avec folie. À en faire vouloir les mendiants de la rue, les dieux, les saints, les cathédrales, les femmes habillées, ries par les nus, les tout malades et tous les morts tout pâles, c'est comme ça que nous dessinerons, avec intensité, avec folie. Et vous, ici présents, vous vous demandez sûrement de quoi parle-t-il. Vous avez raison. À qui s'adresse-t-il et qui sont tous ces gens qu'il cite? Vous ferez les liens ensuite. Car c'est le tour de parler de ceux qui furent un jour morts. Ils étaient morts, ils avaient froid, mais là ils rêvent. Ils rêvent dormant, ils rêvent debout. N'est-ce l'important de rêver après tout? Vivent les enfants qui leur restent, ainsi ils ne seront jamais morts et ils n'auront jamais froid. Alors Mathieu est 2 choses, poète et peintre. C'est une belle combinaison de... Et philosophe. Un philosophe. J'aimerais bien l'être. Et philosophe. J'ai commencé par ce texte que j'ai écrit grâce à des phrases que j'avais écrites dans des projets précédents. Donc j'aimerais vous parler de 3, rapidement. La première, c'était la première exposition qui s'intitulait Cache-Cache à la galerie Sharif Tabet quand elle était à Beyrouth. C'était un projet qui parlait d'un jeu où l'écran se cachait toujours. Désolé, où l'écran cherchait toujours. Il cherchait les enfants, il cherchait cette jeunesse. Et les enfants se cachaient toujours. Ils ne voulaient pas être grands parce que quand on est enfant, on perçoit l'écran, perçoit le monde d'écran comme étant quelque chose de très complexe, de très difficile. Quand cette exposition est terminée, j'ai voulu l'analyser. J'ai même demandé l'aide de personnes qui m'ont aidé à analyser ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça, c'était quoi le thème. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais peur de grandir. J'avais peur de grandir parce que j'avais cette vision d'écran qui était très, très dure, très difficile. Toujours dans les problèmes, toujours dans l'argent, toujours dans essayer de faire sa vie. Je voulais rester un peu enfant. Après, j'ai décidé de faire un autre choix, de grandir, mais d'une façon qui me ressemble. Je ne veux plus rester enfant, mais je ne veux pas grandir dans ce complexe qui est très difficile et qui est très perturbant. C'est pour cela que j'ai continué mes recherches. Et j'ai fait 2 projets en parallèle. Un projet qui a été mon diplôme en architecture à l'USEC, et mon autre projet qui a été exposé à la galerie 2 mois passés. Donc le premier, c'était mon projet de diplôme en architecture. C'était une recherche sur l'utopie, un monde parfait. Et dans mes recherches, il y avait beaucoup d'artistes, il y avait beaucoup de références. C'était toujours la philosophie, c'était toujours les poètes, c'était toujours l'intellectuel qui gagnait.
Et donc je me suis dit que quand je grandirai, et puisque je suis en train de grandir, je veux chercher encore plus cet intellectuel, ces poèmes, cet art, pour ne pas tomber dans le complexe que je ne voulais pas. Et en parallèle, le projet Tellement je t'aime que je t'emprisonne, dont vous pouvez voir quelques œuvres ici, et qui a été exposé à la galerie, la nouvelle galerie chez Lieftabel, c'était une recherche de la liberté. Et je pense que là, j'ai vraiment trouvé un des premiers points que j'accroche et que je veux rester, c'est être libre. Dans mon art, mais pas seulement dans mon art, dans ma façon d'être, dans ma façon de penser, dans ma façon d'agir. Donc plus je grandis et plus je veux être libre. Je continue mes recherches. Là, je suis en train de rechercher, je suis en train de travailler un projet que je vais développer en France probablement, qui s'appelle Corps et cathédrale. C'est un lien entre l'architecture, la personne, le corps et l'âme. C'est une recherche de l'intérieur pour vraiment trouver où est-ce que je suis à l'intérieur, où est-ce que j'ai chaud, où est-ce que je n'ai pas froid. Et si Dieu veut et si tout mon parcours continue comme ça, j'aimerais l'année prochaine continuer, essayer d'écrire ma thèse qui va lier l'architecture et l'art par l'éducation. Vous avez quel âge? J'ai 24 ans. Premier pas vers l'adulte. Et donc, si j'arrive à le faire, j'aimerais écrire une thèse sur l'éducation de l'art et de l'architecture dans une vision sociétaire, pour un développement sociétaire. Et c'est ces recherches qui m'ont toujours passionné et qui m'ont mis aujourd'hui là. Et c'est grâce à ces recherches que je peux dire que je ne suis pas mort et je n'ai pas l'intention de l'être. Vous êtes, avec vos questionnements, et vous êtes certainement sur la bonne voie. Merci, ça fait plaisir de le savoir. J'espère bien, vraiment. Bien. Oubliez la notion de mort. À votre âge, on oublie la notion de mort. Oui, je l'ai bien oublié. Je l'ai bien oublié. Oubliez. Très présent. Travaillez. Vous êtes vivant, travaillez. Oui, oui, oui. Je suis passionné de la vie. Vraiment. Voilà, travaillez. Vraiment. Bravo Mathieu. Alors, je crois que maintenant, si vous voulez poser des questions, je m'adresse surtout à M. Saleh Barakat, qui a un regard un peu inquisiteur, un peu sanctionnateur. Pas du tout. C'est génial de voir un artiste qui veut en même temps joindre la technique, le talent, mais en même temps l'intellect et la communication. Pour moi, ça vient toujours de ta culture. Comment tu peux faire monter ta peinture vers quelque chose d'intéressant. Et certainement, on a besoin de poésie aujourd'hui. Et c'est pas très évident d'avoir la capacité d'écrire et de peindre, parce que c'est deux modes très différents. Et je te conseille vivement de le faire si tu arrives à le faire, parce que c'est magnifique. Merci. En fait, la plupart des toiles qui avaient exposé avaient chacune une histoire à côté. Donc chaque série de 5 avait tout un texte, toute une poésie qui expliquait un tout petit peu sa réflexion, sa pensée. Et voilà. Et donc il va aller faire une résidence en France de 3 mois cet été pour être en contact avec d'autres artistes, travailler, réflexionner et nous devenir encore plus solides. Vous comptez pratiquer le métier d'architecte, ou bien vous allez plutôt vous orienter vers les arts visuels et graphiques? En fait, je ne me vois pas vraiment architecte dans un bureau, mais plutôt architecte dans le terme de recherche ou d'esprit d'architecte pour vraiment, dans ma tête, l'art et l'architecture, ils se mêlent très très bien. Et vous voulez plutôt vous orienter vers la peinture, oui. le verbe qui l'accompagne. Monsieur Chouji, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est magnifique de pouvoir mélanger les arts. La recherche, ça veut dire pour moi, son projet est un projet de travailler avec les cathédrales. La cathédrale, c'est le corps de l'homme avec un grand H.
Non, la cathédrale, c'est construite à l'image de l'homme, et l'homme et la recherche que tu peux avoir entre toi et comment l'artiste et l'architecture peut se fusionner, et je vous encourage à continuer dans le terme de recherche. L'architecture, c'est aussi une cause mentale, c'est une cause de réflexion et de recherche. Je te félicite, je suis jaloux de ton énergie que j'avais à ton âge, mais on continue tous à faire des progressions dans la recherche et la réflexion. Merci. Merci. Magali, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui vivez à New York. Moi, je trouve que Mathieu est un garçon très talentueux et sa personnalité aussi va le mener très très loin. Et j'espère que tu resteras dans cette vibe-là et que tu trouveras toujours des choses qui t'inspirent pour aller encore plus loin. Bravo pour tout. Est-ce que vous avez pu vendre des toiles et les gens au Liban? Est-ce que les Libanais ont aimé votre peinture? Oui, il y a sûrement des Libanais qui ne sont pas attachés à ce style, mais ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très surpris positivement et qui ont même investi dans les plus grandes toiles, je me permets de le dire. Je sais que mon mari a succombé au charme. Il a l'œil. En fait, un mot, il faut remercier Maître Najat qui donne l'opportunité à de jeunes artistes aussi de se faire connaître, parce que bon, je ne sais pas combien de personnes ici avaient vu l'exposition de Mathieu, mais elle était vraiment, je ne sais pas, paisible, agréable, plaisante, riche, profonde, et bon, beaucoup de valeur. Alors, comment vous définissez votre peinture? Très difficile question. C'est une peinture qui a des histoires. J'aime que ma peinture raconte quelque chose. Qu'elle ait une idée, une émotion qui me ressemble. Elle ne peut pas ressembler à tout le monde, mais je sais que je cherche des personnages qui, pour moi, expriment par leur manière, par leur forme, par leur manière d'être, les idées que j'aimerais exprimer. Et plus que ça, je ne sais pas, avec le discours figuratif, non figuratif, je pense qu'il y a de la figuration un peu, qui est un peu tordue, un peu, des proportions sont pas très correctes. Parfois, j'essaie de bouger de l'architecture, parfois j'y retourne sans faire exprès, parfois c'est exprès. Donc, c'est une expérience, c'est un essai, c'est des essais. Nasser, you may express yourself in English. Tell us something about this painting. Okay. Can I do it in French? Tell us something about it. Okay. Celle-ci, elle s'appelle « Compose-moi dans ton monde ». Dans le grand thème « Tellement je t'aime que je t'en présente », c'était celle-là et il y a une autre qui est au-dessus, c'était deux peintures. « Compose-moi dans ton monde », ça parle de ma volonté de dire à la vie et aux gens « Composez-moi dans votre monde », de la façon dont vous voulez, de la façon dont vous l'apercevez. Des couleurs que vous voulez, des proportions que vous voulez. Vous pouvez me casser, vous pouvez m'arranger, mais mettez-moi dans cette composition qui est vraiment la vie et votre monde. Et vice-versa. À voir qui aimerait être peut-être dans mes compositions, dans ma vie. Je suis accueillant. Monsieur Majdanani. حكيت شوي عن الشعر والرسم. How about the role of music in your C'est un autre sujet. Je ne suis pas professionnel de la musique, je ne sais rien jouer, mais je ne peux pas travailler s'il n'y a pas de la musique à côté de moi. Ah, magnifique. Monsieur Majdanani, c'est une véritable histoire de l'art au Liban que vous faites ici. Vous avez beaucoup de modestie en disant que vous n'êtes pas un spécialiste, mais à mon avis, c'est un livre qui fera référence. Merci, ça me fait très plaisir. Voilà. Dites-nous quelque chose après ce que vous avez entendu. Après ce que j'ai entendu, d'abord je suis content moi, de découvrir un peintre que je ne connaissais pas, mais forcément je ne le connaissais pas parce qu'il est jeune, donc il vient de commencer. Je suis aussi très en empathie avec lui parce que évidemment c'est pas très évident pour un peintre de parler de la manière avec laquelle il travaille, pourquoi il travaille.
Je crois, moi, personnellement, mais évidemment, je ne peux pas parler à la place d'un peintre, mais je crois qu'un peintre est quelqu'un qui est porté par quelque chose qui est l'extériorisation de quelque chose qui doit jaillir, je me trompe peut-être, hein, dans des couleurs, dans des formes, qui sont généralement, après, structurées sous la forme d'un récit, et qui, dans le discours, vient d'abord. Quand on parle, on dit j'ai eu une idée. Je crois qu'à l'origine, il y a une sorte de jaillissement de quelque chose qui est couleur, forme, souvent aussi influencé par ce que l'on a vu, de ce que l'on a. Parce que c'est une chose sur laquelle je vais dire un mot. Donc il y a un jaillissement de l'envie de peindre, de l'envie de mettre des couleurs, de créer des formes, et qui progressivement construisent un récit. Et ce récit, après coup, on en parle comme si c'était lui qui est à l'origine, alors que c'est pas toujours le cas. Je crois que c'est comme ça, mais c'est peut-être pas toujours le cas. Maintenant, il y a quelque chose aussi que vous n'avez pas dit, mais qui est certainement présent, parce que tous les peintres du monde, tous les écrivains, tous les sculpteurs du monde, et tous les architectes, c'est qu'on ne peint jamais si on n'a pas d'abord intériorisé la peinture de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire qu'on ne peint que en référence ou en rupture avec ce qu'on a vu, avec ce qu'on a connu, que ce soit Rembrandt, que ce soit Titien, ou que ce soit un peintre plus moderne. Et ça, je ne sais pas, vous n'en avez pas parlé. Quelles sont vos influences? Qu'est-ce qui vous a parlé? En rupture de quoi vous vous inscrivez? En fait, la première fois que j'ai vu un artiste qui faisait quelque chose hors des paysages normaux qu'on voit partout, c'était Simon Hanna, c'était un Libanais. Et que moi, je considère vraiment un de mes idoles. Il n'est pas très âgé, mais dès que j'ai vu sa peinture, je savais, ce que je savais de moi, c'est que j'aimais les personnages. Et plus que ça, j'avais jamais testé, j'avais jamais su que j'avais le droit de faire ce que je voulais de ces personnages. Donc en voyant un peu l'art de Simon Hanna, et puis en recherchant un peu plus son évolution, et puis les artistes qui l'entourent, et un peu plus ce monde de l'art, je me suis dit qu'il y a vraiment un monde d'art au Liban qui me permettra au moins de faire ce que je veux de ces personnages. Et donc c'est là que ça a commencé. Et deuxième référence, Monsieur Naïm Doumet, si vous connaissez, c'est un artiste qui m'a enseigné, et qui me parlait toujours des traits. Il me disait donc c'est là que vraiment je me suis mis au dessin aussi, pas seulement à la peinture. Et donc deux références très différentes, mais qui m'ont poussé aujourd'hui et qui me poussent toujours et que je laisse toujours en tête. Monsieur Samir. Vous avez la chance d'être architecte et l'architecture vous a appris la créativité. La créativité est un trésor. Cultivez-la, vous êtes encore jeune, cultivez-la et foncez sur cette créativité et vous réussirez. Je peux vous donner plusieurs exemples d'architectes qui ont eu la créativité, qui n'étaient pas seulement architectes, comme Le Corbusier, qui était peintre, qui était tout. C'est la créativité. Bon, bravo, faites-la, cultivez votre créativité. J'ai une autre question, M. Bachelari. Vous avez parlé des galeries. Vous avez oublié de la galerie, vous avez oublié un aspect de la galerie que j'aime. Cet aspect, c'est l'éducation. La galerie, moi, m'a éduqué. Quand je vais à la galerie Bess ou chez Saleh, quand je leur pose des questions, ils m'ont fait découvrir des peintres que je n'ai pas achetés. Ils vont éduquer dans plusieurs sortes. Donc, je crois que vous savez un peu... Vous avez tout à fait raison. Vous avez oublié un peu ça. Non, la galerie avec un grand G vous apprend la culture. Vous avez tout à fait raison, mais ce qu'il y a, c'est que souvent aussi dans un exposé que l'on fait dans une conférence, il y a un paramètre qui est celui du temps. On a toujours peur de dépasser, et donc il y a des choses qu'on enlève, et c'est pas toujours les bonnes choses qu'il fallait enlever. Mais effectivement, dans mon exposé, j'avais prévu de dire une chose fondamentale qui était la dernière, donc je l'ai coupé parce que je me suis dit, il faut laisser parler les autres. C'est le fait qu'un galeriste est aussi, et ça c'est le rôle du galeriste de tout temps, mais peut-être du galeriste moderne, parce que le galeriste ancien était d'abord un marchand d'art. Oui, aujourd'hui c'est un marchand d'art, mais c'est aussi quelqu'un qui cultive, qui éduque, enfin éduquer et cultiver le goût des gens, qui fait découvrir aussi, parce qu'on n'a pas nécessairement besoin d'être éduqué, mais qu'on ne connaît pas tout. Et donc un galeriste vous fait découvrir des artistes que vous ne connaissez pas. Mais il y a dans l'autre sens aussi le rôle du galeriste, je pense que c'est un rôle qui en direction des artistes eux-mêmes. Je pense qu'un galeriste c'est quelqu'un qui, comme un éditeur en fait, pousse l'artiste à aller plus loin, à travailler, le harcèle, je crois. Il y a un harcèlement, tu travailles, qu'est-ce que tu vas me présenter, quand est-ce qu'on expose. Donc le galeriste c'est aussi un dynamiseur de l'artiste lui-même, et aussi quelqu'un qui
lui fait sa promotion, qui lui permet d'être connu et donc de pouvoir éventuellement un jour vivre de son art. Vous avez tout à fait raison. Voilà, je l'ai dit que aussi. J'ai une question pour vous. Vous dites dans votre poème, nous dessinons avec intensité, avec folie. J'ai deux questions. D'abord, est-ce que vous, à part le côté expressif, l'expression dans la peinture, est-ce que la peinture en soi est un exutoire? Est un exutoire, c'est-à-dire une façon d'extérioriser, de s'éclater, déjà. Et la deuxième question, avec folie. Je comprends que ce soit une passion, mais pourquoi avec folie? Parce qu'il me semble que votre passion est tout à fait raisonnable. Donc pourquoi avec folie? Ok. En fait, la peinture, elle m'aide sûrement à extérioriser ce qu'il y a en moi et que je ne connais pas parfois. C'est ce que je voulais dire dans le fait que Cache-Cache, je l'ai réétudié, si je voulais dire, avec une psychologue, pour voir que vraiment cette série de peintures que j'avais écrit quelques textes à côté, mais qui ne m'étaient pas vraiment, je ne comprenais pas. Et donc, j'ai analysé chaque tableau. Et donc, en fait, oui, j'extériorisais des histoires et des choses qui sont intérieures, grâce à la peinture et grâce au poème parfois. Et donc avec folie, parce que quand je me mets devant une toile, je suis dans un autre monde. Il y a monsieur le docteur Joseph Horani qui vraiment m'a inspiré, et qui m'aide et qui essaye de me dire « sois fou quand tu peins, sois fou, il faut être fou de la peinture, il faut vraiment… » Cette passion envers la peinture je ne sais pas comment expliquer, il y a beaucoup de choses que je ne sais pas dire, sauf qu'avec quelques mots et quelques toiles, mais qui vraiment que je ressens dedans. C'est vraiment un genre de folie, peut-être momentanée, que je vis quand je peins ou quand j'écris. C'est ça. C'est bien dit. Madame Vache. Non, c'est pas. Moi, c'est. Maître Elisabeth. Je voulais poser une question à Madame. Dans votre galerie, là, nous découvrons un jeune talent et c'est passionnant à l'entendre parler, à vous entendre parler vraiment. Et j'aimerais voir par la suite, après, dans vos recherches, vous allez faire des recherches, c'est très bien. C'est la première fois que j'entends un peintre qui dit voilà, je vais faire des recherches et puis je vais approfondir ces recherches et cela va m'aider dans mon expression quand je vais sortir mes tableaux. Et ce serait intéressant de voir, à la suite de vos recherches, quelle sera votre évolution. Est-ce que vous aurez toujours ces tableaux avec des corps démembrés, comme vous avez dit, pour qu'on les reconstitue comme on veut ou pas? Ce serait intéressant. Je souhaite un grand succès à New York. Mais j'ai une question à vous-même, madame, s'il vous plaît. Il y a des jeunes talents, mais est-ce qu'il y a des jeunes amateurs d'art qui vont chez vous dans la galerie et qu'est-ce qu'il faut faire actuellement pour sculpter le goût des jeunes? Parce que finalement, la culture, c'est important pour l'évolution d'un pays. Déjà, notre pays va à la dérive. On a besoin de culture, on a besoin de jeunes cultivés qui sont sensibles à l'art. Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent chez vous? Justement, ce que disait Chérif, ce que tout le monde a dit, c'est que nous, avec notre travail, on essaye justement d'éduquer. Et on fait beaucoup de choses pour éduquer. Moi, j'ai ouvert des journées pour les enfants, j'ai 7 ans des dimanches d'enfants, j'ai éduqué les parents, j'ai invité les enfants à choisir des œuvres dont la signature n'est pas apparente pour leur apprendre à aimer quelque chose, à choisir eux-mêmes quelque chose et à payer ce choix en $10, c'était à l'époque et tout. Mais vous avez quelque part malheureusement raison, dans le sens que c'est finalement la génération des parents que je n'ai pas pu éduquer. Les enfants, c'était parfait, ils étaient adorables, vraiment, ça a été des journées, 7 ans, tous les dimanches, j'étais là, et j'ai été après très très déçue par les mamans, qui n'avaient pas le temps, qui devaient aller déjeuner, qui voulaient choisir demander à son fils de choisir un tableau qui ressemble à leur rideau, etc. Et ça, on doit connaître des tas d'exemples comme ça. Donc nous essayons d'éduquer et quand justement on montre
on a de nouveau, l'expo que j'ai faite pour les 30 ans, c'est les émergents, dont Nathalie a vu, donc elle peut dire un peu ce qu'elle pense. C'était un concours, rien que les émergents, c'est-à-dire les personnes qui n'ont encore jamais exposé, qui peuvent avoir 60 ans, comme ils peuvent avoir 20 ans. Et c'était un concours, ils devaient répondre à des questions. Je ne vais pas vous raconter qu'est-ce qu'on a fait parce que ça va être long et ça vous ennuie. Donc ils devaient répondre, faire un statement, dire ce qu'ils pensent et revoir l'œuvre qu'on a proposée de leur œil à eux contemporain. Et on a eu des vidéos, des installations, des lasers, des tas de choses. Ce n'était pas du tout de la peinture seulement. Finalement, on a eu 115... ils ont écrit, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils ont réfléchi comme ils réfléchissent, ils ont écrit, ils ont voulu parler de philosophie. Ils sont tous, en tout cas, les jeunes que je vois aujourd'hui, avec qui je fraye, parce qu'il y en a quand même maintenant beaucoup, il y a une trentaine de jeunes, c'est-à-dire qui n'ont pas encore exposé, que vous n'avez pas vu, ni chez moi, ni nulle part. Alors ces jeunes sont à la base tous éduqués. Ils ont des diplômes, ils sont un peu, ils sont très, très professionnels, pas encore parce qu'ils font leurs expériences, mais ils parlent philosophie, ils parlent art, ils parlent religion. C'est des personnes déjà à la base éduquées. Ce n'est plus le peintre qui vient juste mettre de la couleur. Aujourd'hui, la culture, elle est dans chaque jeune artiste qui monte ou qui va monter. Ils sont tous cultivés. C'est pour ça que les gens que nous recevons, c'est certainement des gens de culture aussi. Et donc c'est très facile de leur montrer le côté culturel de ces artistes. Nathalie, je constate que vous êtes de la même famille, vous et M. Majdalan, il y a un lien de parenté. On est cousins, oui, cousins à 2 au 3e degré. Bien, alors, mais je ne l'ai pas choisi parce que c'était Majdalan. Bien, mesdames, messieurs. Je vais me permettre, pardon, oui. Un seul mot. Nous avons un vernissage maintenant, je fais un peu de promotion pour mon prochain artiste, mardi prochain, qui est Philippe Had, qui est vraiment un artiste à connaître. Pas dit qu'on va l'aimer, mais à connaître parce que c'est un travail exceptionnel. Mardi prochain, à la galerie, il y a un concert, il y a un pianiste qui vient et qui interprète sur chaque toile ce qu'il ressent dans la musique. Et il va y avoir des QR codes avec chaque toile, la musique qui a été faite en fonction de chaque toile. C'est intéressant, c'est à 7 h. On vous attend avec impatience mardi prochain. Merci. Eh bien, mesdames, messieurs, non, assez. Mesdames, messieurs, d'abord, merci pour votre magnifique participation. Il y avait quelque part à faire quelque chose, à jeter un pont, en une passerelle entre le pinceau et la plume, entre le pinceau et le verbe. Je me rends compte qu'il y a aussi quelque chose d'autre à faire. L'œil écoute, comme disait Paul Claudel. Il faut peut-être aussi que nous énergissions notre réflexion. En tout cas, laissez-moi vous dire que je suis extrêmement heureux que finalement le setting a pu avoir lieu. Je crois que chacun, comme moi, a pris plaisir à vous écouter, à vous découvrir, à savoir que la culture reste vivante dans un Liban résilient, un Liban qui se veut un pôle du bon sens, mais aussi de la liberté de créer. Je vous remercie. Et nous allons prendre une photo de groupe, si vous permettez. Fabien.
Est-ce que le Libanais est encore capable de créer? Ah oui, je crois que la création aujourd'hui est une des choses qui sauve le pays. C'est-à-dire que si le pays a une faillite politique, une faillite économique, je crois que ce qui le sauve aujourd'hui, c'est encore l'extraordinaire créativité de ces artistes, de ces designers, de ces architectes. Et je crois que c'est par la culture et la créativité que le Liban sera sauvé. Oui, j'ai même un tableau qui s'appelle « Je ne rêverai plus » parce que quand je dors, j'ai des images en tête. Donc dès que je me réveille, je les dessine pour ne plus en rêver. Donc oui, on peut rêver en dessinant, on ne rêve qu'en dessinant parfois. Refait la même aventure que vous avez déjà faite lorsque vous avez continué le travail de la galerie. Absolument. J'aurais fait certainement la même aventure et j'aurais et j'aurais peut-être, si j'étais un peu plus mûre à l'époque, j'aurais peut-être développé aussi autrement cette aventure. Mais je la continue, je ne l'arrête pas, parce qu'on se dit qu'à un moment donné, la retraite, enfin, il faut quand même arrêter. Je me dis pourquoi? Je ne veux pas arrêter, je vais continuer. Je me pose des questions, j'écoute leurs réponses et je tiens à, franchement, ce côté de liberté, d'expression au lieu.